Madame, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post, en RDC, l'ONU alerte sur la dégradation des conditions de sécurité pour les humanitaires, particulièrement dans l'Est, où l'usage croissant des drones accroît le risque pour les civils et les équipes d'aide. Entre janvier et juin 2026, 243 incidents ont touché le personnel humanitaire, faisant 6 morts selon l'ONU, alors que l'AF-123 accuse Kinshasa d'utiliser des drones d'attaque contre des zones densément peuplées. Blaise Bassabossé. L'usage croissant des drones dans l'est de la RDC ajoute une nouvelle menace pour les civils comme pour les équipes d'aide. La F-123 accuse régulièrement le gouvernement de Kinshasa et les forces armées de la RDC d'utiliser des drones d'attaque pour mener des frappes aveugles et ciblées dans des zones habitées et densément peuplées dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment à Goma et dans les territoires des Massissi. À l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée chaque 19 août, les Nations Unies ont rendu hommage aux femmes et aux hommes qui interviennent auprès des populations frappées par des conflits, le déplacement forcé, les épidémies ou encore les catastrophes. En RDC, cette journée intervient dans un contexte particulièrement difficile. Dans l'est de la RDC, les hostilités se poursuivent entre les forces gouvernementales et l'F-123. Dans plusieurs zones, l'insécurité complique fortement l'accès aux populations qui ont plus besoin d'assistance. Damien Mama, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire par intérim en RDC, a souligné les rôles essentiels joués quotidiennement par les travailleurs humanitaires. Pour les responsables onusiens, la protection du personnel humanitaire constitue désormais l'un des principaux défis de l'aide humanitaire en RDC. L'évolution des méthodes de combat fait notamment apparaître de nouveaux dangers. Le recours de plus en plus fréquent aux drones dans l'est du pays inquiète particulièrement les Nations Unies. Ces appareils exposent davantage les populations civiles et les humanitaires tout en rendant plus complexe l'acheminement des secours. Les chiffres communiqués par l'ONU donnent la mesure des risques encourus par les équipes présentes sur le terrain. Des 143 incidents ont affecté les personnels humanitaires au cours des 6 premiers mois de 2026, entraînant la mort des 6 travailleurs humanitaires. Des attaques de drones menées par le FARDC en mars dans les quartiers résidentiels Himbi de Goma ont notamment causé la mort des civils et d'une employeur humanitaire de l'UNICEF. Les responsables de la F-123 affirment que ces opérations aériennes cherchaient à éliminer les cadres du mouvement politico-militaire sous couvert d'opérations militaires. L'ONU a, de son côté, mis en garde contre l'utilisation croissante d'armes explosives et de drones dans les zones densément peuplées, soulignant les dangers accrus pour les civils et les personnels humanitaires. À Bruxelles, Martin Fayoulou a échangé avec Justine Kassavoubou sur la nécessité d'un dialogue national inclusif. Les deux personnalités ont aussi évoqué les attentes de la diaspora face aux défis du pays. Nous parlons aujourd'hui du dialogue national inclusif et on ne peut pas faire ce dialogue national que nous qualifions d'inclusif sans que Mme Justine Kassavoubou soit au courant de ce qui se passe, que sans sa participation non plus. Donc j'ai discuté avec elle des contours de ce dialogue, comment nous voyons le dialogue, nous sommes dans quel contexte au Congo aujourd'hui, pourquoi l'inclusivité, pourquoi elle doit être là à tout prix pour l'avenir de notre pays. Mais écoutez, les enjeux de l'heure imposaient que nous puissions nous rencontrer. Je me félicite d'avoir pu rencontrer le président Fayoulou. Nous avons vraiment évoqué tous les sujets et je pense qu'aujourd'hui, les esprits sont clairs et la ligne tracée est très très claire. Nous allons vers le dialogue inclusif et c'était vraiment notre souhait le plus cher. Et je crois aussi que la nécessité de l'intégrité territoriale de notre pays impose que nous soyons vraiment dans une cohésion globale, collective et surtout que nous puissions redéfinir le cadre de l'avenir de notre pays pour le bien-être de tous les Congolais. Et ce qui est clair et que l'opinion doit retenir, c'est que le dialogue existe déjà à notre niveau et que le souci d'une préparation d'un bon dialogue existe aussi et
nous avons accordé nos violons et je pense que c'est tout le mérite aussi du président Fayoulou d'avoir ouvert sa porte pour que nous puissions effectivement intégrer la vision de la diaspora congolaise à ces assises que nous attendons vraiment le plus tôt possible. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est arrivé à Antalya en Turquie en compagnie de son épouse pour des vacances annuelles. Reportage presse présidentielle. Le président de la République est en vacances. Un repos de 15 jours qu'il prend à compter de ce mercredi 19 août 2026 après tant d'activités menées depuis la campagne électorale, sa réélection en mars 2026 et surtout l'organisation réussie des festivités liées à la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Congo. Ainsi, le chef d'État, Denis Sassou Nguesso, a quitté Brazzaville ce mercredi en début d'après-midi, accompagné de son épouse pour Antalya en Turquie. Un repos bien mérité qui n'annule nullement les directives données dans son message à la nation du 14 août 2026 à la veille de la fête nationale. Objectif développement, accélérant la marche, c'est sur ce thème interpellateur que se sont déroulées ces festivités du 15 août. Aussi, le président de la République, qui s'est réjoui du climat de paix qui règne dans le pays, a-t-il appelé le gouvernement à tout mettre en œuvre pour accélérer les réformes économiques, la numérisation des régies financières, notamment les douanes et les impôts, afin de renforcer la mobilisation des recettes publiques et la poursuite des efforts de diversification de l'économie nationale à travers l'agriculture, un secteur porteur de richesse et d'emploi. En Guinée, le gouvernement justifie la délocalisation des détenus de la maison centrale de Conakry. Selon son porte-parole Faya François Bourouno, cette mesure s'inscrit dans un projet visant à rendre la capitale plus sûre, plus saine, plus digne et plus moderne. Dans le cadre de la modernisation de l'administration, la modernisation de nos villes est un axe majeur. Avant la maison centrale, vous avez dû voir une partie du marché Niger. Vous avez dû voir le chantier qui a été bâti où il y a la cité de police. Ce déguerpissement rime avec la vision, et je dirais met en œuvre la vision du chef de l'État de faire de Kaloum une ville moderne, une ville qui se transforme, une ville qui respire. Et rappelons d'abord un fait simple. Cette prison, construite en 1933, en pleine période coloniale, pour environ 300 détenus, à l'endroit qui est aujourd'hui ce centre administratif, économique et portuaire de notre capitale. En près d'un siècle, la ville a grandi tout autour d'elle, ce qui établit alors un établissement à marge, est devenu un enclos carcéral, enserré par les ministères, le port autonome, la gare et les quartiers les plus denses de Kaloum. Je vais être précis sur ce que mesure cette dimension. Il ne s'agit pas de reconstruire une prison à cet emplacement. Donc il n'y aura pas de reconstruction de prison à ce niveau. Il s'agit de toute autre chose, une décision d'aménagement urbain qui répond à 3 exigences. L'aménagement du territoire. D'abord, Kaloum connaît aujourd'hui une transformation d'ensemble que vous suivez tous avec nous. La rénovation urbaine engagée à Koronti. La nouvelle cité de la police. La délocalisation du dépôt d'hydrocarbures. La reconquête des espaces publics. Et dans cette recomposition, un établissement pénitentiaire hérité de la colonisation, planté au milieu du centre des affaires et des institutions de la République, n'a tout simplement plus sa place. Il faut donc rendre cet espace à la ville. Et le rendre à la ville, c'est lui rendre sa cohérence. La démographie et la densité. Ensuite, Koronti et Kaloum comptent parmi les espaces les plus densément peuplés du pays. Et le foncier y est rare et précieux. Maintenir au coin le plus congestionné de la capitale un site conçu pour 3
100 personnes, mais qui en a longtemps accueilli plusieurs fois davantage. C'est faire peser une pression permanente sur un quartier déjà saturé. Libérer cet espace, c'est une décision prise au service des populations qui y vivent. Mais quitte de l'hygiène, de la salubrité et de la sécurité. La vérité de cette mesure, comme je la développe, elle n'est ni un événement isolé, ni une décision de circonstance. Elle s'inscrit dans une vision d'ensemble, celle d'une capitale repensée, plus sûre, plus saine, plus digne et plus moderne. Certains ont voulu y lire autre chose. La réalité est celle d'un choix d'urbanisation modernisé, mûri et assumé au service du peuple de Guinée. C'était l'actualité internationale, madame, messieurs, sur Kivu Morning Post. Restez connectés, on se retrouve dans des prochaines actualités.